Là, l'idée, c'était de vous présenter rapidement le projet de la Coupe du Monde de rugby. J'espère que vous savez tous qu'en 2023, la France accueille la Coupe du Monde de rugby à 15, puisqu'il est prévu qu'en 2025, sans corrélation entre le rugby à 15 et le rugby à 13, mais il y ait une Coupe du Monde. Alors, ce n'est pas de rugby à 13, c'est de jeu à 13, si j'ai bien compris, parce qu'on ne dit pas rugby pour les gens qui jouent à 13. Donc Cédric, qui est le responsable du site de Toulouse, vous présentera ce qui se passera à Toulouse et puis globalement le programme de la Coupe du Monde de rugby 2023. Et puis Adrien, que vous connaissez tous, qui lui sévit à l'Office de tourisme de Toulouse, parlera des projets qui ont déjà été lancés sur Toulouse. Moi, ce que je voulais juste vous dire en intro, c'est que le CRT vient de lancer un appel d'offres pour trouver une agence marketing, communication, on dit ce qu'on veut, pour l'aider à promouvoir l'Occitanie sur les marchés émetteurs liés à la Coupe du Monde. Donc les marchés émetteurs, c'est les pays qui sont sélectionnés, enfin, dont les équipes nationales sont sélectionnées pour participer à la Coupe du Monde. Comme Nicole arrive, je profite pour dire que un gros travail a déjà été engagé par les équipes du CRT, les équipes de Nicole, Sandra qui arrivent juste ici et qui s'assoient, auprès des tours opérateurs qui, eux, ne nous ont pas attendus pour commencer à repérer les hôtels et réserver les hébergements pour faire venir, alors je ne parle pas des équipes nationales, mais pour faire venir les spectateurs qui passent par les tours opérateurs. Nous, ce qui nous intéresse à travers cet appel d'offres, c'est de cibler les habitants des pays dont les équipes nationales sont sélectionnées, qui viendront tout seuls, sans passer par un tour opérateur, parce qu'ils savent réserver un billet d'avion, parce qu'ils savent réserver des hôtels. Le message qu'on veut faire passer, c'est que, alors c'est pas la baseline, c'est pas le slogan, c'est la Coupe du Monde de rugby, ça se vit en Occitanie. Voilà, l'idée, c'est qu'il n'y a pas une autre région possible pour s'imprégner du rugby et vivre un événement planétaire que de venir s'installer en Occitanie, de venir installer son camp de base de spectateurs en Occitanie, parce que dans cette région, on vit, on respire, on mange rugby en permanence, et qu'il est absolument inconcevable d'aller autre part qu'en Occitanie pour vivre ces Coupes du Monde. Alors il y aura forcément des gens qui vont suivre les équipes nationales, et Cédric vous donnera le programme qui est quasiment terminé. Alors il y a encore des matchs de sélection pour les équipes qui ont peu de chance de se retrouver en quart de finale ou en finale, mais qui vont jouer à Toulouse, et c'est toujours intéressant. Donc les marchés qui nous concernent, c'est principalement en termes de marchés lointains, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Australie. Le Canada n'est pas sélectionné, a priori ce seront les États-Unis qui seraient sélectionnés, et le Japon, parce que le Japon, a priori, installerait son camp de base, en tout cas l'équipe nationale installerait son camp de base. Donc il y a déjà eu, je vous dis, des contacts de prix et des travaux engagés plutôt auprès des tours opérateurs. Là, nous, ce qu'on veut, c'est faire connaître l'Occitanie auprès des habitants de ces pays. Est-ce qu'on le fera sous forme de jeux concours en faisant gagner des séjours et du coup à faire connaître l'Occitanie à travers des stratégies de communication dans les pays concernés? Moi, je ne le sais pas encore. On va voir ce que donne ce marché. Nous, ce qu'on souhaite, par contre, c'est s'associer dans l'idée du co-management dont on parlait tout à l'heure à Toulouse et à l'Office de Toulouse qui, lui aussi, a déjà engagé des choses, parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que les matchs auront lieu à Toulouse. Ils n'auront pas lieu ailleurs. 5 matchs de poule plus un quart de finale. Donc on va s'appuyer sur Toulouse et de faire comprendre que on peut venir finalement dans un village du Gers, du Lot, du Tarn-et-Garonne, s'installer là pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais aussi aller voir un match à Paris en prenant le TGV, ou aller voir un match à Marseille en prenant, alors c'est pas le TGV, c'est l'Intercité, et finalement d'avoir une espèce de conciergerie. Nous, ce qu'on aimerait, c'est peut-être trouver une agence réceptive ou des agences réceptives en Occitanie qui accepteraient d'être là H24 quasiment, j'ai envie de dire, pour accompagner les demandes des visiteurs étrangers qui choisiraient donc de venir s'installer en Occitanie pour vivre ces Coupes du Monde. Voilà. Donc le marché est lancé, on en saura un peu plus à la fois dans les sélections de l'entreprise qui répondra à ce marché d'ici 3 semaines, 1 mois. Et puis après, voilà, on travaillera avec les équipes sur les actions que nous mènerons. Pour faire lien avec ce que je disais tout à l'heure, nous, on va essayer de privilégier ces marchés lointains
à travers l'événement de la Coupe du Monde, parce que ça nous semble intéressant de le faire, à la fois pour 2022, à la fois pour 2023, et puis pour être tout à fait complet, pas trop long dans cette intro, il y a aussi derrière la Coupe du Monde, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, éventuellement ce qui se passera en jeu à 13, mais pas tout à fait la même amplitude et la même ampleur en termes d'événements médiatiques, mais en 2024, vous le savez, il y a les Jeux qui ont lieu à Paris. Il y a 41 sites qui ont été retenus par le COJO, donc le comité olympique qui organise les Jeux à Paris. 41 sites qui ont été retenus pour accueillir des équipes nationales dans les différentes disciplines olympiques qui se dérouleront à Paris. Et nous allons, là encore, faire un travail pour accompagner ces 41 sites à se promouvoir. C'est principalement du B2B, mais alors c'est du B2B sur un marché de niche, puisqu'il s'agit d'aller chercher des équipes nationales de volley, de basket, de VTT, d'aviron, de canoë, de tir à l'arc, qui en 2022, en 2023 et en 2024 viendraient se préparer à Paris pour s'acclimater à la destination France. Et là aussi, on espère attirer un maximum d'équipes nationales et éventuellement de spectateurs qui suivent ces équipes nationales pour préparer les Jeux. Je vous le dis tout de suite, au cas où des gens seraient intéressés, on lance un recrutement au CRT de chargé de mission sport-tourisme qui aura pour objet à la fois d'accompagner la mise en tourisme des grands événements, c'est ce qu'on va faire sur la Coupe du Monde, c'est ce qu'on fera peut-être sur les Championnats du monde de patinage artistique qui ont lieu à Montpellier, je crois, l'année prochaine ou dans 2 ans, mais d'accompagner tous les événements sportifs pour leur donner plus d'ambition touristique et plus de retombées touristiques, pas forcément d'ailleurs des événements de très haut niveau, hein. Ça peut être des événements plus populaires comme l'organisation d'une course en cyclo. Et puis l'autre pan du travail de cette personne sera d'accompagner les 41 sites, les 41 collectivités qui ont été labellisés, alors je crois que c'est plus terre de jeu, mais c'est centre de préparation des Jeux Olympiques, CPJ, c'est le terme qui est utilisé. Voilà. Donc d'un côté le CRT qui lance ce marché et qui va vraiment travailler les marchés lointains pour faire de l'Occitanie le camp de base sur ce thème. Voilà, l'Occitanie, ça se vit, la Coupe du Monde, ça se vit en Occitanie. Voilà, ce qu'on veut, c'est faire comprendre que la troisième mi-temps, la convivialité qui construit l'image du rugby, voilà, elle ne se vit pas en Rhône-Alpes, elle ne se vit pas en Normandie, elle ne se vit pas à Paris, elle ne se vit pas à Lille où il y aura des matchs, hein, je crois. Il y a des matchs à Lille parce qu'il y a un super beau stade, mais nous, voilà, il y a des spectateurs en Occitanie et il y a des visiteurs qui viennent en Occitanie parce que c'est quand même la région du rugby et qu'il faut que, en plus d'aller voir les matchs et de vibrer pour son équipe nationale, on ressente, on s'imprègne, en prolongement de ce qui était dit tout à l'heure sur la conférence sur Opinion Way, qu'on s'imprègne de cette dimension, de cette culture du rugby que nous avons en Occitanie, un petit peu en Auvergne aussi, je le dis, hein, parce que je suis auvergnat, mais pas autant, hein, voilà, c'est comme ça. Cédric, c'est toi qui nous présente à la fois le programme. Oui, prends un micro là. Ouais. Ah bah voilà, on va vous le présenter. On va vous le présenter. Si vous voulez, peut-être, je ne sais pas comment ce qui est prévu, on pourra faire des questions-réponses à la fin. Oui, on fera, si on vous fera, voulez. on fera un petit échange. Mais il y a 600 000 spectateurs étrangers attendus. Mais je vais vous présenter dans l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jean pour cette invitation et cette introduction. Donc je vais vous parler de Coupe du Monde, bien sûr. C'est le sujet qui me concerne, mais on travaille effectivement avec toutes les parties prenantes que sont le CRT, l'agence d'attractivité, l'Office de tourisme de Toulouse et également M. Micou et le département de la Haute-Garonne. Donc la Coupe du Monde de rugby, c'est le plus gros événement sportif rugbystique qui existe dans le monde. Donc je vais vous présenter 3 grands chapitres, donc la Coupe du Monde et ses grands chiffres, ce qui nous attend en 2023. Également vous expliquer un peu quel est mon rôle au sein de cette organisation et qu'est-ce qu'on fait au quotidien, et le calendrier toulousain des matchs. Donc voilà, c'est le plus grand événement rugbystique comme je vous l'ai présenté, 20 équipes qui vont s'affronter sur une compétition qui va durer 8 semaines. Donc ça a été prolongé d'1 semaine la compétition, donc c'est parce que pour des raisons de santé, de sécurité, laisser une équité sportive entre toutes les équipes et que toutes les équipes aient le même temps de récupération. 620 joueurs, 48 matchs, voilà, avec un match d'ouverture qu'on attend tous entre la France et la Nouvelle-Zélande. On aura la chance d'avoir un avant-goût dans quelques jours au Stade de France.
Donc voilà une fête ouverte au monde. Vous posez la question tout à l'heure. Donc c'est 600 000 visiteurs étrangers qui sont attendus, 1 milliard de téléspectateurs. Il y a également bien sûr des médias du monde entier qui seront présents. Et là c'est des chiffres de 2015 concernant les personnes touchées sur les réseaux sociaux. Depuis, le rugby s'est quand même densifié et consolidé en termes d'image et de visibilité. Et voilà, c'est aujourd'hui un événement qui touche tous les passionnés de rugby sur la planète, qui ne cesse de croître au fil des ans. Le but aujourd'hui sur cet événement, donc Claude Hatché, qui est mon directeur général et l'organisateur de la Coupe du Monde, était déjà dans l'organisation en 2007. Et c'est aujourd'hui de réinventer, on va dire, l'organisation des événements sportifs avec les enjeux qui sont actuels. On parle d'enjeux qui sont environnementaux, sociétaux. On a un fonds de dotation qui répond à 3 piliers que sont l'éducation, l'égalité des chances et le sport santé, handicap santé. Donc, parce qu'il y a aujourd'hui, effectivement, dans l'éducation, on voudrait prôner ce côté environnemental qui nous semble important, également faire de l'inclusion et répondre aujourd'hui à des enjeux qui sont essentiels pour nous. Donc, ce fonds de dotation accompagne des projets sur l'ensemble du territoire pour des clubs de rugby ou des associations qui veulent mener des projets. On les soutient financièrement dans cette démarche. Donc c'est un événement qui se veut proche du public et de ses attentes. Donc vous aurez constaté la grande différence entre Paris 2024 et France 2023, qui est un enjeu national et qui se veut un événement proche du territoire. Donc on va bien évidemment mettre en avant les circuits courts et effectivement être au plus près des populations. Donc 80% de la population française sera à 2 heures d'un match de la Coupe du Monde. Avec cette ambition de bouger les lignes. Et donc c'est pour ça qu'on a un modèle qui est un peu différent. C'est la première fois que ça se met en place pour une Coupe du Monde de rugby. Nous, ça fait 1 an avec Arnaud qui est ici, qui est responsable de l'engagement Grand Sud. Ça fait 1 an qu'on travaille déjà sur l'événement. Donc voilà, pour vous dire que les moyens ont été élaborés pour pouvoir répondre à ces attentes. Donc comme je vous disais, bien plus qu'une simple compétition, on est à 2 ans de l'événement et je pense que je prends pas trop de risques en disant que ça se jouera certainement à guichet fermé. Il y a eu un succès phénoménal en termes de billetterie qui a été problématique techniquement parfois pour ceux qui ont essayé d'en acheter parce que la demande a été très 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 forte. Donc c'est la première fois, si cela se réalise en tout cas, qu'une Coupe du Monde se jouera à guichet fermé, que 100% des places auront été vendues. Comme je vous l'ai dit, le but c'est de construire aussi un projet sociétal. On est en train de réfléchir aujourd'hui à comment mener des actions aussi dans les cités pour inciter les jeunes des banlieues aussi à s'intéresser au rugby. J'ai eu la chance d'être rugbyman professionnel pendant plus de 10 ans et c'est vrai que le rugby a été une véritable école de vie pour moi dans mon parcours et on voudrait prôner ces valeurs qui nous semblent essentielles en termes d'éducation également. Et donc comme je vous l'ai dit, mobiliser dès aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on travaille. J'ai la chance d'avoir une équipe de 10 assistants autour de moi et on travaille au quotidien sur l'organisation de cet événement qui s'annonce passionnant et très intense. Et toucher tous les publics. Voilà, les places ont été très attractives. Est-ce que ça a aussi peut-être été un élément important dans ce succès commercial? On pouvait trouver des places à 10-15 euros pour assister à un match à Toulouse, par exemple. Même si c'était des packs, c'était, je crois, de tête, un pack 3 matchs à Toulouse. Le premier prix, c'était 35 euros. Donc, il y a également de la billetterie sociale qui a été mise en place, qui a été proposée aux collectivités. Donc, le but, effectivement, c'est de toucher tous les publics et tous les Français ou spectateurs internationaux. Sur notre direction de site, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc là, je vous présente un organigramme, tout ce qu'il y a de plus simple, mais c'est pour vous expliquer un peu les grandes lignes. Donc notre directeur général dont je vous ai parlé, Claude Hatché, avec la direction de la planification, l'intégration, l'engagement, c'est ce qui fait le lien entre les directions fonctionnelles et les directions de site. Et également les relations internationales rugby. Vous avez pu voir peut-être qu'il n'y a pas très longtemps, les Sud-Africains sont venus en France. On a profité de leur confinement, on va dire. Ils avaient 15 jours de quarantaine à respecter avant d'aller jouer leur match en Angleterre. Et ils sont intervenus à Marseille, à Lille et à Bordeaux, donc auprès de jeunes enfants dans des écoles de rugby. Voilà. Donc c'est les directions internationales qui s'en chargent. Et toutes les directions fonctionnelles donc, sont basées à Paris. Donc avec des directions qui sont connues de grands groupes, la com,
le marketing, les affaires publiques, etc. Et ensuite, il y a les sites. Donc, il y a 10 sites et 9 sites de match. Donc, parce que Paris n'est pas considéré comme un site de match, puisqu'il n'y a pas de match sur Paris, mais à Saint-Denis. Et donc, du coup, moi, je suis le directeur de site de Toulouse. Et ensuite, il y a 2 structures associées que sont le GIE. Donc, nous sommes un groupement d'intérêt public et il y a un groupement d'intérêt économique qui a été créé à côté, qui est en charge de tout ce qui est hospitalité et voyage. Et le fonds de dotation dont je vous ai parlé, qui est présidé par Jean-Pierre Rive, et où il y a des appels à candidature, des appels à projets qui sont lancés tous les trimestres, et on accompagne des projets dans leur réalisation. Donc le périmètre d'une direction de site, ça part forcément du stade. Donc il y a une convention qui a été signée avec la ville de Toulouse, où nous avons le stade et un périmètre exclusif de 500 mètres sur lequel nous allons organiser l'événement, bien sûr. Mais à côté de ça, il y a forcément tout ce qui est centre des accréditations, centre des volontaires, les parkings où vont bien sûr arriver les populations, mais aussi les officiels de chaque tournoi. Et puis ça s'élargit comme ça. Donc vous voyez, entre le département, la région, on a parlé des camps de base. Il y a des visites qui vont se faire dès la fin du mois avec différentes équipes sur le territoire occitan, mais partout en France. Et donc juste pour précision, c'est les sélectionneurs des équipes nationales qui vont choisir leur camp de base. C'est-à-dire que nous, on propose un catalogue et ensuite ils font leur visite et ils choisissent de dormir à Montauban ou à Montpellier ou à Perpignan. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'un camp de base ? Un camp de base, il y a un cahier des charges qui est assez précis, donc forcément avec un standing d'hôtel à respecter, des infrastructures sportives indispensables à la bonne préparation des équipes. Donc vous pouvez retrouver à l'intérieur une salle de musculation, une piscine, un gymnase, etc. etc. Mais dans ces hôtels également aussi, on peut retrouver les populations comme les arbitres. Il y a 2 types de camps de base. Il y a les camps de base sur les premières parties de la compétition où les équipes vont séjourner pendant 5 semaines, et il y a ce qui s'appelle les Team Base Camp, c'est pour les jours de match, c'est-à-dire que imaginons les Anglais sont à Lille et il y a un match pour eux à Nice, ils vont prendre l'avion, aller séjourner à Nice la veille et repartir le lendemain. Il faut trouver un centre où ils vont pouvoir aussi s'entraîner et bénéficier de toutes ces infrastructures-là. Donc c'est deux types de structures différentes. Donc nous, notre rôle site, ça sera de faire coordonner tous ces sites ensemble. On a parlé tout à l'heure je rejoins Jean sur sa réflexion sur le fait d'emmener forcément des populations internationales en Occitanie. C'est vrai que si demain moi, je devais aller vivre la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, je ne sais pas si je resterai là où il y a tous les matchs de l'équipe de France. J'aurais envie de découvrir tout l'ensemble du territoire. Et par anticipation, la SNCF a affrété 80 trains spéciaux pour faire le déplacement de ces populations-là. Donc il y a une vraie volonté de ces populations, effectivement, de découvrir au-delà de la compétition France 2023 la France et ses richesses, et je l'espère l'Occitanie. Donc le calendrier toulousain, le premier match sera le 10 septembre à 14h au Stadium de Toulouse entre le Japon et Amérique 2. Donc Amérique 2, ce que l'on sait, c'est qu'effectivement le Canada ne participera pas à la Coupe du Monde. Donc ça risque d'être les États-Unis. L'Uruguay a été l'Amérique 1 qualifiée. Donc Amérique 2, c'est possiblement effectivement les États-Unis. Il y a encore des matchs qui sont qualificatifs. C'est pareil, il y a un tournoi Afrique qui se déroulera prochainement. On ne sait pas encore, il y a un appel à candidature qui a été lancé pour organiser la compétition, mais ça sera en France. Et ensuite, il y a ce qui s'appelle le vainqueur du tournoi qualificatif. Je vous dis ça juste pour les équipes qui ne sont pas encore connues. Donc, c'est-à-dire que c'est classé par continent, donc qualifié asien, africain, américain. Et à la fin de ça, il y a des équipes qui n'ont pas été qualifiées, qui vont pouvoir participer à un tournoi qualificatif, et le vainqueur de ce tournoi pourra participer à la Coupe du Monde. Donc de tête, en 2019, je crois que c'était l'Uruguay, mais l'Uruguay a gagné son match qualificatif et se retrouve être Amérique 1. Donc voilà, on aura la chance d'avoir la Nouvelle-Zélande à Toulouse, ce qui est quand même une chance sans faire injure à notre stade qui n'est pas le plus grand stade de France. On a la chance d'avoir 5 matchs, d'avoir 2 fois les Japonais qui proposent aujourd'hui un rugby très attractif, les Fidjiens, la Nouvelle-Zélande. Donc je ne dirais pas qu'on a des confrontations très, très importantes, mais en tout cas on a la chance d'avoir des équipes, de très belles équipes qui vont jouer à Toulouse. Du coup, voilà le calendrier des matchs pour vous donner un peu le planning sur chaque site.
Donc comme vous pouvez le voir, nous on a une compétition en phase de poule qui est assez étalée, et ce qui, je pense, est une chance. Ça permettra effectivement d'attirer des populations de façon régulière sur Toulouse et ses environs et la région. Alors que par exemple, vous pouvez voir sur Nice, ils ont une compétition qui va durer moins de 10 jours, avec 4 matchs condensés en 9 jours. Et il y a également des double headers, c'est 2 matchs d'affilée, comme vous pouvez le voir à Bordeaux, qui va avoir en 8 jours 4 matchs sur le site de Bordeaux, et puis après un match sur le reste de la compétition. Donc nous, voilà, on a, je trouve, quelque chose qui est assez équilibré, assez espacé, et on va tout faire pour organiser ces matchs du mieux que l'on peut. Donc là, je vais laisser la place à Adrien pour la suite de la présentation. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais rentrer un petit peu dans le détail de Toulouse, mais Toulouse c'est évidemment aussi le rayonnement sur la ville et la région, Jean en parlait. On a fait un calcul estimatif, on pense que ça pourrait générer jusqu'à 65 millions d'euros de retombées sur la durée de la compétition. C'est relativement conservateur comme estimation, et quand on dit 65 millions, ce n'est pas uniquement sur la métropole, mais ces métropoles, évidemment, les sites environnants, puisque tous les supporters ne vont pas dormir à Toulouse. Donc juste un mot un petit peu sur l'historique et la légitimité de Toulouse à recevoir ce type d'événement. Donc Toulouse, ville sportive évidemment reconnue nationalement et internationalement, avec plusieurs compétitions qui sont déjà passées par Toulouse. Et surtout, ce qui est très important, c'est de comprendre que Toulouse, pendant ces 8 semaines de compétition, ce n'est pas juste un stade, c'est tout le centre-ville qui vit au rythme de la Coupe du Monde. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en place là sur les 2 années à venir. C'est une mobilisation des hébergeurs, des commerçants et évidemment de la collectivité, notamment pour pavoiser la ville. Donc il y a tout un travail aussi d'adaptation de la ville pour les grandes compétitions. Là, vous avez une photo de la fan zone sur les allées Jules Guesde. Tout ça nécessite évidemment énormément de travail en amont pour préparer la ville à ce type de compétition. Donc juste comme ça, à titre un peu anecdotique, on a des parrains et des marraines, mais aussi des ambassadeurs locaux qui se sont mobilisés au niveau toulousain et qui se mobilisent au niveau international pour essayer en amont aussi de mettre Toulouse sur la carte des destinations incontournables du rugby. Et puis juste pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça représente en termes financiers, investissement 1,6 million d'euros, c'est ce que ça représente aujourd'hui d'accueillir une Coupe du Monde de rugby avec, comme je disais, un potentiel de retombée de 65 millions, avec des gros engagements financiers, mais surtout des engagements en termes de logistique. Donc sans rentrer dans le détail, c'est pour vous donner un peu une idée de ce que ça représente pour la collectivité de Toulouse. Voilà, donc nous, en termes de promotion touristique, on travaille aux côtés de la région. On a déjà commencé ce travail avec les tours opérateurs et ce qu'on appelle les agences accréditées. Donc il y a déjà eu des workshops, notamment en Angleterre, sur les principales agences rugby, pour essayer de capter des clientèles, des groupes à l'occasion de 2023. Donc c'est important que vous compreniez que tout ça se joue 1 an, 2 ans, parfois 3 ans à l'avance. Donc nous, on travaille déjà beaucoup sur la promotion et la plupart de nos actions sur les marchés long courriers vont aujourd'hui être liés à cette Coupe du Monde de rugby. Donc on concentre nos efforts de promotion, nos budgets de promotion sur cet événement 2023. Il y a donc, là je ne reviens pas, il y a également tout un travail en termes de vidéo et un gros travail aux côtés du Stade Toulousain qui aussi se mobilise à la fois pour essayer de capter le camp de base, mais évidemment pour essayer de faire rayonner la destination de Toulouse sur ses publics étrangers. Donc ça s'inscrit aussi pour nous, je vais essayer d'être très bref, la Coupe du Monde de rugby, c'est pas juste 2023, c'est pas juste un one-shot. Il y a une stratégie de la part de Toulouse, évidemment avec on va dire le vaisseau amiral qui est le Stade Toulousain, mais pas seulement. On est en train de parler du rugby à 15, mais aussi du jeu à 13. Aujourd'hui, le TO13 est rentré en Super League, comme les Dragons catalans. Et ça, pour nous, c'est aussi très important parce que ça génère énormément de visites des supporters sur ce type de visite. Donc, c'est important aussi d'expliquer qu'en lien avec la région, cette stratégie rugby, cette stratégie de sport, elle ne s'arrête pas en 2023. On essaye vraiment de surfer, d'utiliser le rugby comme un effet de levier au niveau touristique. Donc, juste en termes de finalisation, l'objectif sur ces 65 millions de retombées, il est évidemment de prolonger au maximum la durée de séjour de ces supporters. Donc, on est sur des durées de séjour moyens, on a vu sur les compétitions,
4, 5, 6 nuitées. L'objectif, il est de maximiser, de faire vraiment de Toulouse et de la région d'Occitanie le camp de base incontournable pour ces 8 semaines de compétition. Et il y a un autre enjeu, et j'en parle un petit peu prudemment, puisqu'il y a un enjeu très important sur le camp de base de l'équipe japonaise. On n'a pas de confirmation aujourd'hui, mais sachez qu'on se bat, on se bat, on va dire, vaillamment pour essayer d'accueillir l'équipe nationale du Japon à Toulouse. Et ça fait aussi une grosse différence, évidemment, en termes de retombées économiques, mais aussi en termes de notoriété pour la ville. Bon, il y a une petite question de calendrier avec le top 14 qu'on va essayer d'élucider très bientôt. Mais voilà, la bataille, il y a un peu deux champs, il y a deux fronts de bataille. Il y a les supporters, mais il y a aussi les camps de base. Donc on se bat évidemment sur les deux fronts. Des questions, juste pour vous donner la suite des opérations par rapport à ce que nous lançons, nous. Alors, je dis nous, CRT, mais on associera bien évidemment les ADT concernés, l'Office de tourisme de Toulouse par rapport au choix de cette agence. Ce qui nous intéresse, c'est, Cédric l'a dit tout à l'heure, c'est de promouvoir l'Occitanie, en tout cas de marquer l'Occitanie comme la destination, le territoire incontournable pour venir vivre la Coupe du Monde de rugby en 2023 en France. Ce qui nous a semblé intéressant, mais je ne sais pas si c'est ce qui sera retenu, c'est de s'appuyer sur une offre d'hébergement très qualitative, très identitaire de l'Occitanie. On pense en particulier à toute l'offre des plus beaux villages de France, qui est quelque chose qui, il nous semble, renvoie à l'image patrimoniale, renvoie à l'image culturelle et historique de la région. Et de dire que, je vois que Haut-Villars est représenté, mais que ce soit au Villars, que ce soit à Cordes, que ce soit dans le Gers, dire, voilà, bah, tiens, dans le Gers, c'est là où Dupont a démarré le rugby, et c'est là où on l'a formé. De faire comprendre qu'une grande partie des joueurs de l'équipe de France sont issus de cette région, sont issus de villages de cette région, pas toujours de grandes villes, hein, et ont démarré dans des petits clubs, et que finalement, ce qui est intéressant à vivre comme expérience, puis c'est le terme très à la mode pour parler aujourd'hui de séjour touristique, c'est de venir dans ces villages. Donc notre idée, ça serait d'acheter des séjours dans des hôtels, dans ces sites remarquables, et les mettre à disposition de partenaires qu'il faudrait qu'on trouve, nous, dans les pays concernés, médias par exemple, en disant, voilà, bah, tiens, il y a X séjours à gagner pour les Néo-Zélandais, X séjours à gagner pour les Australiens, pour les Argentins, et de faire connaître l'Occitanie à partir de jeux concours sur lesquels il y aura malheureusement que, je sais pas, 50 gagnants par exemple, mais s'il y a 50 000 personnes qui ont participé, eh bien, pouvoir pousser l'information pour ceux qui n'auront pas gagné en disant « j'ai pas gagné, mais tiens, ce que j'ai vu en Occitanie m'intéresse ». Voilà, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passera. En tout cas, l'idée, c'est qu'on puisse, nous, dégager un budget par rapport à ça et le faire tous ensemble, sachant que vous avez bien compris qu'il y a quelque chose de très officiel dans l'organisation. Il y a une agence qui est à Lyon, d'ailleurs, hein, qui s'appelle Couleur, qui a été retenue comme l'agence qui va coordonner les séjours officiels. Et pour nous, il faut absolument respecter ça. Et puis, à ce que nous pouvons faire, nous, en tant qu'organisme touristique, pour promouvoir la région à notre manière, sachant que nous visons, nous, des gens qui viennent sans intermédiaire parce qu'ils considèrent qu'ils sont assez grands pour le faire. Et on a, nous, voilà, volonté de se positionner en région leader et capter une très grande partie de ces clientèles lointaines étrangères qui viendront chez nous. Je dis lointaines étrangères parce que ce n'est pas vraiment chez les Anglais, chez les Irlandais, chez les Écossais qu'on a envie de travailler. Il y a déjà, à mon avis, une bonne connaissance de cette destination Occitanie auprès de ces publics. Donc voilà, c'est plutôt sur les autres et de s'appuyer voilà, sur une offre identitaire et de rattacher l'offre d'un hôtel, d'un village à l'image d'un joueur, si on peut le faire, à l'image d'un club de rugby, même s'il joue de manière amateur, de manière à ce que voilà, les gens qui viendront s'imprègnent de cette culture de rugby et d'être en capacité d'offrir tous les services possibles parce que la personne dit bah, tiens, je n'avais pas prévu mais j'ai envie d'aller à Nice en train, est-ce que vous pouvez m'organiser parce que je ne sais pas comment on achète un billet de train, ou alors j'ai besoin de prendre le bus pour aller à tel endroit, voilà, de manière à ce que le service soit irréprochable en la matière. Nicole, peut-être, puisque tu es là, je n'avais pas prévu de te faire parler, mais en 2 minutes, tu peux nous dire ce qui a déjà été fait sur le B2B avec les différents tours opérateurs, principalement au Japon? Si je donne le micro à Nicole, elle me le rend. Pas du tout. J'allais me prendre de cours. Ce qui a été fait sur le Japon, mais également sur d'autres pays. On participe
aux différents workshops virtuels et on a été sollicité par les tour opérateurs. Et effectivement, Adrien l'a dit, on s'est mis immédiatement en lien avec les équipes B2B pour travailler ensemble. Et notre objectif à court terme, dans les semaines qui arrivent, est de mettre en place, en tout cas pour sortir ces offres, une sorte de comité de pilotage, ou je ne sais pas comment on l'appellera d'ailleurs, un comité de travail plutôt, entre les différents ADT et en tout cas nos partenaires et les villes qui le souhaitent, et les agences réceptives également, pour identifier une offre, identifier aussi quels sont effectivement les hôtels qui appartiennent à des rugbyman, les bars, les villages qui soient accessibles également, où des équipes de rugby pourraient, puisque les demandes des TO, c'est aussi pouvoir assister à un semblant de match ou ce genre de choses. Identifier en tout cas toute l'offre qui existe, d'abord la recenser et ensuite voir comment on l'organise dans les semaines à venir via les agences réceptives, et également bien sûr que ce soit accessible sur le site du CRT, pour ensuite pouvoir communiquer et que derrière il y ait l'offre, parce que pour communiquer, pour dire qu'on est beau, et ça suffira pas, mais il faut qu'il y ait une offre, des suggestions, des fabuleux voyages. Voilà. Merci Nicole. Puis pour être tout à fait complet, vous donnez la parole. Il y a de manière corrélaire, mais ça a du lien avec la Coupe du Monde quand même. Voilà, il y a quand même un gros projet sur le site de Toulouse autour d'un projet qui a été dénommé la Cité du rugby et qui a pour objet, voilà, là aussi, de faire le lien entre la performance du Stade toulousain, parce que c'est sur le site du Stade toulousain, dans le stade du Stade de Toulousain, que les choses se feraient. Et puis l'histoire de l'Occitanie, voilà pourquoi finalement dans cette région on mange bien, on est gaillard et on est fort au rugby. C'est un projet qui est porté, Pascal il est là, hein, oui, il est là, juste derrière, voilà, par Pascal chez nous au sein du CRT. C'est pas juste transformer une tribune avec quelques restaurants supplémentaires. Voilà, c'est vraiment l'idée de traduire la culture du rugby à travers un équipement qui se trouverait donc dans le stade. Alors, malheureusement pas pour 2023 parce que c'est trop court, mais pour plus tard. Voilà, donc est-ce que vous avez quelques questions, sachant que la réflexion que nous avons, elle porte sur l'ensemble de l'Occitanie et pas seulement sur les 100 km autour de Toulouse, même si, parce que les matchs auront lieu à Toulouse, on ira là-bas. Je dis simplement, mais c'est juste une blague, hein, puisque si l'Uruguay se sélectionne, on ira plutôt chercher des logements à Lourdes s'ils veulent passer le premier tour quand même. Hein. Oui, bonjour, Chantal Tichy du Gîte de France du Tarn. Je trouve évidemment que c'est un projet intéressant. Entendu, ça va drainer toute l'Occitanie, c'est certain, sauf qu'on revient sur ce que disait Jean Pinard tout à l'heure, le problème de la mobilité en Occitanie. Le Tarn, on est bien placé pour en parler, parce que pour amener des gens de l'étranger, Nouvelle-Zélande, etc., jusqu'à chez nous pour séjourner, ça va être un petit peu compliqué. Donc tout à l'heure, le monsieur que vous appelez Adrien nous disait que la SNCF avait commencé à travailler, à mettre plus de 80 trains à disposition des grandes villes. Hein. J'imagine bien que si on parle de l'intermatch, de l'interstade, est-ce que le même travail a été peut-être entrepris, pourrait être entrepris au niveau des moyens de locomotion collectifs ou des agences de location de voitures locales, afin de drainer effectivement l'ensemble du territoire et pas seulement les métropoles? Parce que si on ne le fait pas, bon, c'est bien de le faire, mais à ce moment-là, on est honnête, on dit c'est les métropoles qui vont tirer. Alors, je fais une réponse de Normand, mais la moitié de la réponse, c'est je vous invite à écouter la conférence cet après-midi sur les mobilités, puisque nous avons invité nos collègues de la SNCF et nos collègues du service de la région pour parler de transport et pour parler de transport et tourisme. Et en capacité, et en particulier, sur cette capacité d'adapter une offre de transport par rapport à des événements. Le témoin tout à l'heure qui rebondira sur ce qui sera dit sur les transports, c'est le directeur du site du Pont du Gard. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais la région a mis en place des trains spéciaux par rapport à des événements pour amener les gens à des horaires qui correspondent aux événements, parce que si l'événement se termine à minuit, il faut bien ramener les gens. Voilà, il y a eu un train du patrimoine entre Montpellier et Bédarieux, par exemple. Il y a des trains donc, entre Montpellier, Nîmes et le Pont du Gard. Et c'est amené à se
à se multiplier et ils tiennent d'ailleurs un stand et je vous encourage à aller voir nos collègues des services transport de la région. L'autre point, c'est qu'on souhaite organiser au moins une fois par an un rendez-vous entre l'ensemble des offices du tourisme, des acteurs du tourisme et le service transport pour savoir où est-ce qu'il y a des manques. Alors, ce n'est pas gîte par gîte, on est d'accord, hein, mais où est-ce qu'il y a des manques entre des sites touristiques et une offre de transport, parce que la compétence de la région, c'est train et bus, et peut-être taxi collectif, et puis peut-être gestion du dernier kilomètre. J'ai vu qu'il y avait le stand des bulles vertes. Allez le voir parce qu'ils proposent des choses vraiment, vraiment intéressantes. Voilà. Donc ça, c'est pas encore tout à fait prévu, mais je pense que dans le cadre de la Coupe du Monde, il y aura aussi de la mobilité pour encourager les visiteurs, qu'ils soient à la campagne ou qu'ils soient à Toulouse, à bouger d'un site à l'autre. Oui, donc Sylvain Pêche-Comtal, directeur de l'Office de tourisme d'Auch. Deux choses par rapport aux opérations de jeux concours, etc., sur les destinations, sur les opérations de promotion communication et les jeux concours. N'hésitez surtout pas à nous solliciter pour trouver les lots dans les hôtels, 4 étoiles j'imagine, et Auch est une terre de rugby dont on est assez fiers, et c'est ma deuxième question par rapport à l'inventaire des expériences qui pourraient être proposées. Est-ce que vous avez déjà mené du travail auprès des clubs pour générer des produits d'expérience? J'imagine à Auch qu'il y a peut-être des touristes qui aimeraient s'entraîner sur le terrain où Antoine Dupont, Greg Altrit, etc. ont fait leur gamme. Est-ce que c'est déjà mené par votre organisation auprès des clubs? Est-ce que nous, sur les territoires office de tourisme, on a des partenariats avec les clubs, on peut commencer à vous produire ces produits, ces expériences, et notamment par rapport à vos expériences avec les TO, quel autre type de produits vous aimeriez pouvoir trouver sur nos territoires ruraux, de périphérie, au-delà de notre classique patrimoine? Il y a peut-être des choses un peu plus typées. On parlait de matchs fictifs. On fait du rugby loisir à Auch, c'est hyper ludique, et ça peut permettre de faire découvrir le rugby à tous sans expérience, sans capacité physique spécifique. Voilà, il y a peut-être des choses qu'on peut vous proposer, parce que j'ai peur que l'inventaire, sinon, soit peut-être un peu juste par rapport à ces clientèles spécifiques. Du coup, je vais répondre. Nous, c'est vrai qu'on a une partie très opérationnelle sur la partie Coupe du Monde, sur l'accueil des équipes, le déroulé des matchs, etc. Et comme je vous l'ai dit, on a aussi quelque chose de beaucoup plus périphérique sur l'accueil de ces populations. Maintenant, c'est vrai que la difficulté que l'on rencontre, c'est que beaucoup de personnes veulent participer à la Coupe du Monde, beaucoup de personnes ont beaucoup de projets, et c'est le cas sur l'ensemble de la France, pour le coup, qu'on soit à Nantes, à Auch ou à Nice. Et donc, du coup, effectivement, on a des réflexions que l'on mène, sur lesquelles on travaille. D'ailleurs, récemment, on a constitué une équipe de réflexion autour de l'engagement des restaurateurs, des hôteliers, des cafetiers pour la Coupe du Monde. Donc, on est en train de réfléchir à ça. On doit se voir également avec M. Micou sur un projet où on peut engager également les clubs de rugby locaux sur la promotion touristique. Donc, on fait des choses. Malheureusement, on ne pourra pas tout faire. Mais par contre, il ne faut surtout pas hésiter à faire des propositions qui auront forcément une écoute, une attention. Et après, moi, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire là aujourd'hui si votre projet sera retenu ou pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on mène effectivement des réflexions sur comment engager au mieux les territoires. Et effectivement, on s'intéresse à tous les sujets et toutes les villes, quelles qu'elles soient en Occitanie. Mais Arnaud, peut-être tu veux donner un complément de réponse? Oui. Arnaud Vercruis, je suis en charge de la partie sud, donc je collabore aussi au-delà de l'Occitanie avec la région PACA. Il faut savoir que dans le modèle que nous avons, on est rapproché des ligues régionales de rugby via des émanations que l'on appelle les comités locaux de coordination, qui ont proposé, sur appel à projet, beaucoup d'initiatives. En ce sens, on a validé il y a un peu moins de 2 semaines le festival du rugby mondial amateur qui aura lieu à Digne en phase finale, avec des matchs qui auront lieu sur Sisteron, Gap, Arles, Fos-sur-Mer. On est en train de travailler avec eux sur leurs propositions, sur un parcours œnotouristique visant à accompagner les voyageurs sur la Provence, le Rhône méridional, le Rhône septentrional, mais on peut éventuellement, et ça serait bien qu'il y ait des initiatives pour venir dans le Languedoc,
parce que c'est un véritable territoire qui commence à avoir une belle réputation sur la partie vin, la compagnie de la gastronomie, le patrimoine. L'initiative que vous avez évoquée est très intéressante sur le fait de pouvoir faire de la pratique de rugby. Alors, est-ce de notre faute ou est-ce que la communication n'a pas été suffisamment tôt, ou que nous, justement, on a mis en place un process très rapide et très en amont de la compétition, en partageant, il y a 2 semaines, enfin non, la semaine dernière, on a eu une intervention auprès chez vos voisins du CRT à Toulon, et en l'espace de 48 heures, il y a 2 municipalités qui se sont positionnées pour devenir camp de base. Malheureusement, c'est trop tard, mais il y a des choses qui peuvent être faites. Alors je ne sais pas si dans votre modèle organisationnel vous collaborez avec les autres régions, mais toutes les initiatives effectivement sont bonnes à prendre, et en abondant aussi dans ce que dit Cédric, on ne pourra pas tout faire. La seule chose sur laquelle il faut être vigilant, c'est qu'on ne peut pas utiliser les droits images de Rugby World Cup ou de France 2023 de façon isolée, sans avoir l'accord de notre part, et parce que la difficulté, c'est que nous, on peut donner un accord que si on a l'accord de Rugby World Cup. Donc voilà, il y a tout ça. Mais c'est vrai que les initiatives peuvent être vraiment intéressantes. Franchement, c'est important. Hein. Il faut qu'on respecte l'image, les droits à l'image, la marque Coupe du Monde de rugby. Par rapport à ta remarque, Sylvain, nous, ce qu'on souhaite, c'est concentrer ce qu'on ferait gagner au maximum de manière à concentrer les services. Ce qui nous intéresse, effectivement, c'est si Club Doche dit bah tiens, je sais qu'il y a 60 personnes qui ont gagné un séjour, qui viennent grosso modo au même moment, parce que l'idée c'est quand même de s'organiser comme ça, c'est que le Club Doche dit bah tiens, nous on fait un entraînement, on vous l'ouvre et puis après on va faire la 3e mi-temps ensemble. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on l'entend. Pour prolonger la question de transport, ce qu'on souhaite c'est bosser avec SNCF donc, et la région, parce que si il y a un tarif SNCF, il y a toujours quelqu'un qui paye derrière, en l'occurrence c'est la région, pour donner un pass qui permette aux gens de voyager de manière illimitée en train dans la région Occitanie, parce que ça fait partie aussi du produit et du service. Donc voilà, il faut qu'on pense à tout. Et pour prolonger ce qui vient d'être dit, voilà, il faut qu'on pense à l'expérience du rugby, il faut qu'elle soit la plus immersive possible. Alors je ne sais pas si l'immersion c'est de sortir à 3h du matin d'une 3e mi-temps, je ne sais pas s'il faut aller jusque là, moi je n'ai pas d'idée, hein, ou un peu quand même, mais voilà, l'idée c'est de challenger un peu les territoires sur lesquels on dit bah tiens là ça vaut le coup d'aller parce que c'est Corte-sur-Ciel, parce que c'est au Villard, parce que c'est Auch, parce que là il y a une histoire du rugby à raconter par rapport à un joueur ou par rapport à un club qui a été bon il y a 30 ans et c'était vraiment le club amateur par excellence. Voilà, l'idée c'est que ce soit le plus immersif possible et que l'histoire qu'on va raconter dans la production du concours, relayée, je veux dire, est-ce que c'est par des médias, est-ce que c'est par des marques de produits alimentaires qui veulent être partenaires et à qui on dit, bah voilà, tiens, vous allez pouvoir relayer le concours qu'on va faire. Voilà, c'est à nous de voir dans les règles, hein, parce que je vous dis, il y a des droits d'image et qu'il faut qu'on fasse attention, mais voilà, l'objet c'est ça. Et finalement, de communiquer via la mécanique du concours, parce qu'on n'aura pas les moyens d'aller communiquer sur tous les marchés. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on aille déjeuner? 2 au moins, 3. Merci, c'est pas vraiment une question, mais c'est juste de revenir au transport. J'ai une entreprise de transport basée à la fois à Font-Romeu et aussi à Quillon. Et là, je représente un petit peu l'Aude ici. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'Aude ici, par moi. Hey. Donc, je crois que l'histoire du transport, c'est assez important aussi, surtout pour aller dans les endroits qui sont reculés. Quillon, par exemple, il a le club de rugby, il y a déjà 100 ans, le club de rugby à Quillon, et Limoux également, où le rugby, elle est très, très bien implantée. Et pour revenir au Japon, j'étais en contact avec une agence au Japon. J'ai déjà 4 accompagnateurs franco-japonais. Donc, il y a beaucoup de... Il y a des ressources là, il faut les trouver surtout avec les anglophones qui ont souvent un branché japonais. Donc je sais, il faut chercher partout les gens qui parlent les langues étrangères pour accompagner ces équipes, surtout les Japonais. C'est assez spécial de travailler avec des Japonais, hein, donc j'ai un peu d'expérience déjà. Mais cette histoire d'SNCF, mais il faut aussi avoir les navettes parce qu'on sait bien que
pour arriver à Quillon ou Limoux, c'est assez compliqué. Donc je crois qu'il faut bien chercher les entreprises privées aussi. Alors, évidemment, ce qui est le plus compliqué dans le transport, c'est de trouver l'horaire, hein, et c'est de trouver la bonne information. Parce que quand on cherche un peu, il y a beaucoup d'informations qui existent, mais oui, elles sont... D'ailleurs, vous savez qu'on fait un gros travail, nous, de connexion de la donnée tourisme à la donnée transport. Parce que c'est effectivement très important. Oui, c'est une cohérence, une coordination entre la SNCF et des acteurs privés, comme vous avez dit, même si c'est le VTC ou les petites navettes avec des bus scolaires. Malheureusement, ça tombe vraiment à la période scolaire. Hein. Donc, il y a beaucoup de bus qui sont déjà pris tous les jours, mais je suis sûre avec une bonne coordination. Par contre, cet organigramme qu'on avait vu tout à l'heure, je n'ai pas vu des noms dessus. Hein. Donc ça serait bien si on avait un organigramme avec les noms des gens. Comme ça, si on a besoin de contacter les gens directs... c'est moi que vous devez contacter. C'est Cédric. C'est-à-dire qu'en fait, l'organisation veut que sur chaque site, il y ait un interlocuteur direct. D'accord. Et sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, le but, c'est vraiment pas d'atténuer votre enthousiasme, mais vous doutez qu'il y a beaucoup de projets. Et que du coup, c'est de centraliser au maximum les projets par région et par site. Et ensuite, nous, on fait remonter ces projets... en centrale, ils sont traités, ils sont triés, ils sont acceptés. Voilà. Mais donc, si ce n'est pas un projet spécifique, mais c'est du transport, l'offre de service, c'est les mêmes choses. Par rapport au transport, en fait, comme je vous ai dit, le but, c'est qu'on ait un engagement environnemental très fort. Donc, on s'est concentré exclusivement sur la partie ferroviaire. Donc, après, à partir de là, bien évidemment, on travaille avec les collectivités. Mais on ne peut pas prôner une Coupe du Monde avec le moins d'impact carbone et pouvoir mettre en place des trajets en bus, etc. Pour vous donner un exemple, vous parlez de Font-Romeu. Font-Romeu a proposé un camp de base. Il n'a pas été retenu parce qu'il était trop loin des sites et que ça demandait un trajet qui impactait notre politique environnementale. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. S'ils prennent le train jaune pour aller jouer, ils risquent d'arriver en retard. Il faut qu'on aille vite. Il y avait 2 autres questions. Madame, si vous voulez manger... Je vais me dépêcher alors. Lucie Schmitz, associée et directrice générale adjointe du groupe Manatour, tourisme industriel et agence de voyage. On parle de beaucoup de projets et je voulais vous demander pour les petits projets modestes, qui feront même pas 1% des fameux 65 millions, je vous garantis, qui sont en tout cas admis par le fonds de dotation Rugby au cœur. Est-ce qu'à partir du moment où déjà il y a une étape de franchie, et donc c'est soit sur l'éducation de mémoire, soit sur les personnes en situation de handicap ou l'environnement, est-ce qu'il y a une possibilité que ces projets soient transversaux avec le CRT ou le CDT au niveau au moins connaissance du projet, voire accompagnement en promotion? Alors moi, je ne connais pas tout à fait, vas-y. Alors en fait, il y a les 3 piliers, donc, je disais, c'est éducation, égalité des chances et sport, handicap, santé. La seule condition qui est demandée, c'est que ce soit rattaché à un club de rugby. Donc, c'est-à-dire que... Si c'est le cas et que le projet est déposé et on part dans l'optique validée, est-ce que s'il est accepté par le fonds de dotation, qui est plafonné de toute façon à une petite... À 5 000 €, je crois que c'est... Voilà, c'est ça. Ouais. Il doit représenter 70 ou 80% du montant. Mais est-ce que ensuite, par rapport à la suite qui s'enclenche dès 2022 et forcément 2023, ou est-ce que ce projet-là va être en tout cas connu du CRT ou CDT? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Alors là, oui, nous, en fait, comme je vous dis, c'est vraiment une structure indépendante de fonds de dotation qui se veut neutre. Et dans la sélection des projets, je ne sais pas si votre projet a déjà été sélectionné ou pas. C'est en cours. Voilà, en gros, parce que c'est vrai que sur ça, nous, des fois, on nous contacte en nous disant pourquoi on n'a pas été pris ou pourquoi si. Mais en fait, il y a plusieurs choses qui sont réfléchies. C'est vraiment l'équité, simplement. Sur les 3 piliers dont je vous ai parlé, qui est vraiment une répartition équitable dans ces 3 piliers, et sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas réaliser 15 projets en Occitanie et 1 en Bretagne. Et le but, c'est qu'il y ait une équité dans la répartition de ces projets-là. Mais après, à partir du moment où votre projet est retenu et validé, sachant qu'on peut participer à plusieurs appels à projets, libre à vous de me contacter ou de le faire connaître au CRT pour le mettre en place. Enfin, ça, oui, c'était le sens de ma question. Hein. Si on est partenu, aucun problème. Aucune remise en cause. On aura des pages dédiées à la Coupe du Monde, donc à partir de ce moment-là, il faut qu'on fasse vivre ces pages, donc à travers des informations comme celle-ci. Oui. Il n'y a aucun problème. D'accord, merci. Et une dernière question. Je vais être hyper rapide. C'est pas tant une question qu'une adhésion supplémentaire. Je suis directrice de la communication à Grand Narbonne Tourisme. On travaille, nous, depuis le retour de Narbonne en Pro D2 sur des offres week-end, par exemple, à destination des supporters des équipes adverses. Donc en mêlant de l'œnotourisme, du rugby,
comme vous le disiez, des offres de restauration ou d'hôtellerie qui sont tenues par d'anciens rugbymen, par exemple. Ce sont aussi des ambassadeurs récurrents de l'Office de tourisme. Donc sur toutes les actions auxquelles on peut se lier au rugby et au sport, évidemment, on répondra présent. Merci.